Bougouni l'a promis et elle l'a fait. L'US Bougouni a remporté la Coupe du Mali 52e édition face aux 11 créateurs de Nyarila par le score de 2-1. Une première pour cette formation sportive qui n'avait pas jusque-là joué une finale de Coupe du Mali. Les ministres en quête d'outils nécessaires susceptibles de faciliter leur travail, ils sont en séminaire depuis ce matin au contrôle général des services publics. Au programme, plusieurs thématiques dont les procédures de travail gouvernementales. La 11e édition de la Semaine internationale de la médecine traditionnelle s'est ouverte ce matin au Palais de la Culture Amadou Ampateba, au cœur des débats la drépanocytose et la stérilité du couple. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Félicitations à l'Union sportive de Bougouni qui vient donc de remporter la 52e Coupe du Mali face aux 11 créateurs de Nyarila. Score 2-1. Un exploit pour l'US Bougouni qui jouait sa première Coupe du Mali. Et à propos, le président de la République par intérim a suivi avec beaucoup d'intérêt cette finale. Le professeur Djonkouda Traoré apprécie la qualité de jeu et surtout la victoire d'un club de 2e division. Il appelle la jeunesse malienne à la mobilisation pour relever les nombreux défis. Nous l'écoutons au micro de Khalifa Nama Traoré. Ça a été une belle fête. Je crois que les deux équipes nous ont gratifié d'un bon football et d'un très bon match. En première mi-temps, Bougouni qui a de vrais techniciens, de vrais tripoteurs de balles, avait tendance à porter un peu trop la balle. Si bien que tout ce qu'ils entreprenaient venait avec un peu de retard et les avants se trouvaient souvent hors jeu. Mais je pense que après le vestiaire, après la mi-temps, ils ont corrigé le tir. Et avec le but un peu casquette qu'ils ont marqué, l'équipe des créateurs, des 11 créateurs, qui avait un football plus élaboré en première mi-temps, a perdu son jeu. Et je crois que c'est ce qui a permis de marquer un second but. Et ensuite, bien entendu, Bougouni a su résister et conserver son avantage. Je pense que ça a été un très bon match de coupe. Et il faut se féliciter qu'une équipe de seconde division, il faut le dire, remporte la Coupe du Mali. Monsieur le Président, vous l'avez dit, une équipe de seconde division, mais cette année, ça se joue dans un contexte un peu particulier. Et la Fédération malienne de football et le ministère du Sport ont mis cette Coupe du Mali sous le signe de la paix et de l'unité nationale. Quelle appréciation vous en faites? Je pense qu'effectivement, c'est sous le signe de la paix et de l'unité nationale qu'il fallait placer ce match et cette Coupe du Mali. Nous traversons effectivement une période extrêmement critique de notre histoire et je pense que placer cette coupe, cette finale sous le signe de la paix et de l'unité nationale était une excellente chose. Et je pense que dans quelques semaines, dans quelques mois, nous serons dans une autre situation. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour l'ensemble du peuple malien et surtout la jeunesse malienne. La Coupe du Mali, une dernière question, c'est la fête de la jeunesse malienne, la fête du sport. Un message pour cette jeunesse? Ce que je demande à cette jeunesse, c'est de rester mobilisée et de croire en elle-même, de croire en le Mali. Je pense que ce sont eux l'avenir de ce pays et je crois que tout ce que nous faisons actuellement, c'est pour leur créer, pour construire un pays où il fasse bon vivre demain. Donc c'est pour eux que nous sommes en train de travailler et je leur demande de rester mobilisés et de nous aider. Voilà l'Union sportive de Bougouni qui entre donc dans l'histoire du football malien en remportant la finale de la 52e édition de la Coupe du Mali. En finale jouée cet après-midi, l'équipe de Bougouni a battu les 11 créateurs par 2-1. L'US Bougouni devient du coup le 7e club à inscrire son nom au palmarès de la Coupe du Mali. Le résumé du match, ce sera en fin de journal avec Abdul Karim Kaba. Je vous l'annonçais dans les titres, un séminaire gouvernemental s'est ouvert ce matin au contrôle général des services publics. L'objectif du séminaire est de doter les membres du gouvernement de connaissances et d'outils nécessaires susceptibles de faciliter leur travail. À l'agenda, plusieurs thématiques, notamment les services du ministre, la collaboration interministérielle et les procédures du travail gouvernemental. À l'ouverture des travaux, le ministre de la Défense et des anciens combattants a invité ses collègues à faire preuve d'imagination et de
constance pour relever les défis de l'heure. Le point, c'est avec Bourama Traoré. Premier séminaire du tout nouveau gouvernement d'union nationale du Mali, un gouvernement auquel est demandé beaucoup de travail dans un temps limité, ce qui nécessite un renforcement des capacités des nouveaux ministres. Ce séminaire est donc perçu comme une école. Le présent séminaire, qui se tient moins d'une semaine seulement après la formation de l'équipe gouvernementale, a pour objectif de mettre à disposition des membres du gouvernement des connaissances et des outils qui permettront de faciliter leur travail. Toutes choses, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, qui permettront d'être outillés pour mener à bien les missions qui vous sont confiées. Au menu de ce premier séminaire gouvernemental, plusieurs thématiques, parmi lesquelles les services du ministre et du ministère ainsi que la collaboration interministérielle. Il est également question des procédures du travail gouvernemental, l'exercice au terme duquel les attentes semblent être comblées. C'est vrai qu'on a ébauché tout ce qui concerne aujourd'hui l'action gouvernementale et les règles de conduite vis-à-vis de la mission qui nous est confiée. Et je pense que ça a été très nécessaire pour nous autres qui arrivons, pour comprendre, parce qu'il faut une synergie d'action, une cohésion de groupe, pour qu'on puisse réussir la mission qui nous est confiée. Je pense que ce séminaire a été très utile, parce qu'il nous a permis à nous tous de prendre connaissance encore une fois du dispositif qui existe pour rendre le travail du gouvernement plus efficace, pour rendre l'équipe gouvernementale plus solidaire, et pour faire en sorte que le gouvernement réponde le mieux que possible aux aspirations de la population. Le pari est donc réussi. Il reste maintenant à mettre en pratique les connaissances acquises pour une meilleure exécution des tâches confiées aux différents ministères. En attendant, le séminaire recommande le renforcement de l'indispensable solidarité gouvernementale. Nous sommes un gouvernement de mission et l'attente de nos populations est immense. Je pense que désormais nous avons les outils nécessaires pour cultiver la synergie qu'il faut pour aller au bout des missions confiées à chacun de nos départements et pour la réussite desquelles, encore une fois, nous avons besoin d'harmoniser nos positions. Et à propos du nouveau gouvernement, le regroupement IBK Mali 2012 dit prendre acte de la formation du gouvernement intervenu le 20 août 2012 et se félicite de la présence en son sein de deux de ses membres, de ses éminents cadres, Ousmane Ag-Rissa, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, et Bokar Moussa Diarra, ministre de la Promotion des langues nationales et de l'instruction civique, désireux de contribuer à la recherche de solutions constructives à la grave crise institutionnelle et politique qui secoue le pays. Depuis le coup d'État du 22 mars, le regroupement IBK Mali 2012 a, dans un souci d'unité nationale, accepté de participer au nouveau gouvernement. Le regroupement exhorte donc le gouvernement à organiser dans le meilleur délai la concertation nationale souhaitée par l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile. Direction Ségou maintenant, la 4e région, pour parler de la sortie de la 6e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro. Cette promotion de 194 jeunes sergents de différents corps de l'armée porte le nom de l'adjudant-chef Feu Adama Diallo. Fousséni Samakoye était à la cérémonie de baptême. Son reportage. Cette 6e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro compte 194 jeunes sergents, dont 43 personnels féminins. Elle porte le nom de l'adjudant-chef Feu Adama Diallo de la Garde nationale. Au cours de cette cérémonie de baptême présidée par le colonel-major Éloi Togo, les jeunes ont pris l'engagement de servir la patrie avec honneur, loyauté et respect des règlements militaires. Le commandant de l'école des sous-officiers de Banankoro a invité les jeunes sergents, maillons indispensables du commandement militaire, à suivre l'exemple de leurs parrains. L'école des sous-officiers a pour mission de donner la formation initiale des sous-officiers d'actifs des forces armées et de sécurité, maillon indispensable de la chaîne de commandement. Les cérémonies de baptême ont gardé à travers l'histoire, et malgré leurs mutations successives, leur caractère sacré et leur signification originelle. Les futurs sous-officiers doivent avoir une qualification très poussée, leur permettant de faire face avec beaucoup plus de confiance et de sérénité liée à leur future fonction de chef de groupe d'infanterie.
Le colonel Chekna Batili, directeur des écoles militaires du Mali, attend beaucoup du sergent Kadiatou, dit Dunamba Diara, major de la promotion, et ses compagnons d'armes. Sous-officier de la 6e promotion de l'école de sous-officiers de Bananko. L'héritage apporté est lourd, car votre grand dévancier, j'ai nommé feu adjudant-chef Adama Diallo, a été d'une bravoure à toute épreuve. Vous avez fait le choix d'un contrat, d'un engagement, celui de faire le sacrifice de votre vie pour la mère patrie. Notons que depuis sa création en 2000, l'école des sous-officiers a formé plus de 800 sous-officiers, dont 108 personnels féminins. Elle est sur le site de l'ancien Chifinso créé par le roi Damozan Diara en 1806 pour le perfectionnement de son armée. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thiema Hubert Coulibaly, quittera Bamako demain dimanche pour Téhéran, en République islamique d'Iran, où il prendra part du 28 au 31 août 2012 à la réunion ministérielle préparatoire de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement du mouvement des non-alignés. Au cours de cette conférence ministérielle, plusieurs sujets ayant trait aux questions de politique internationale et régionale et sous-régionale seront abordés, de même que celles relatives au développement et à la coopération. L'Observatoire des droits humains et de la paix a tenu ce matin la première session ordinaire de son conseil d'administration. Compte tenu de la situation qui prévaut dans le nord du Mali, les administrateurs se sont penchés sur le thème « La crise humanitaire au Mali, quel rôle pour les défenseurs des droits de l'homme dans la recherche de solutions ?» Alpha Maïga est allé voir. Depuis des mois, les populations du nord du Mali vivent dans la peur et dans la désolation. L'occupation de la zone par des groupes armés en est la cause. Et c'est justement dans ce contexte que les administrateurs de l'Observatoire des droits humains et de la paix se sont réunis. Une réunion qui marque la première session de leur tout premier conseil d'administration. La session est placée sous le thème « La crise humanitaire au Mali, quel rôle pour les défenseurs des droits de l'homme dans la recherche de solutions ?» L'Observatoire des droits humains et de la paix est vivement préoccupé par la crise sans précédent que traverse notre pays, marquée par des atteintes graves à la sécurité des populations, une situation humanitaire désastreuse, l'exacerbation de la menace terroriste et la montée en puissance du fondamentalisme religieux. L'Observatoire des droits humains et de la paix, c'est un bureau de 15 membres chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. C'est une structure à caractère scientifique. Le DHP entend se positionner dans le paysage institutionnel de notre pays comme une organisation de défense des droits humains orientée vers le renforcement des capacités, la formation, la recherche, les études. L'ODHP n'aura sa raison d'être que dans l'engagement résolu de toute la communauté des défenseurs des droits de l'homme à l'accompagner. En attendant l'élaboration d'un plan d'action et d'un budget, les assises ont été mises à profit pour lancer un appel à la communauté internationale pour diligenter la résolution 2056 du Conseil de sécurité. Une résolution qui fixe le cadre d'une solution politique globale aux crises, et cela sans délai. Et cette nouvelle à votre attention, les résultats des examens du brevet de technicien BT, du certificat d'aptitude professionnelle CAP, des instituts de formation des maîtres ont été proclamés le 23 août dernier. Ces résultats sont disponibles dans les différents établissements. Ces proclamations mettent ainsi fin à la série des examens de juillet 2012, souligne le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'instruction civique. Le ministre qui, par ailleurs, remercie tous les acteurs et partenaires de l'école ainsi que toutes les bonnes volontés qui se sont impliqués pour le bon déroulement des examens de fin d'année 2011-2012. Un autre grand titre de ce journal, c'est la 11e édition de la Semaine internationale de la médecine traditionnelle qui s'est ouverte ce matin au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Les participants venus des pays de la région ouest africaine et de la Suisse échangeront sur des thématiques comme la drépanocytose, la stérilité du couple. Les expositions des produits pharmaceutiques se déroulent également pendant cette semaine. Bouakar Sissoko est allé voir.
Cette 11e édition de la Semaine internationale de la médecine traditionnelle sera un véritable forum d'échange entre les thérapeutes traditionnels, herboristes et spécialistes de la médecine conventionnelle. Durant la semaine, les échanges porteront sur les thématiques comme la drépanocytose, la stérilité du couple et les plantes médicinales. Une autre occasion pour la Fédération de tenir les assises de son Assemblée générale pour analyser les différents rapports d'activité. Je vous exhorte à participer pleinement aux travaux des ateliers pour l'épanouissement de vos associations et vous remerciant de votre contribution à l'assurer la médecine traditionnelle. De telles assises sont de nature à favoriser la collaboration entre les deux systèmes de santé. L'OMS encourage ces échanges et pense qu'il peut favoriser la collaboration entre les praticiens des deux systèmes de santé. Elle encourage alors les organisateurs à faciliter la participation aux séances de formation et information. Plus de responsables de programmes de santé ou des représentants des centres de santé ou autres structures techniques concernées et élargir ainsi les échanges aux mécanismes même de collaboration sur le terrain. À cet effet, les échanges lors de cette rencontre internationale devraient être une opportunité pour la valorisation des produits issus de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle reste le premier recours aux soins de la majorité de nos populations en cas de maladie. Les praticiens de santé constituent donc des personnes ressources de notre société, non seulement pour l'offre et l'accessibilité de soins, mais aussi et surtout pour leur grande disponibilité. La cérémonie d'ouverture était le lieu pour l'association Médecine et Tradition de remettre des dictionnaires sur les plantes traditionnelles aux officiels. Par ailleurs, pendant cette semaine, les exposants venus de la région ouest africaine et de la Suisse exposeront des produits au Palais de la Culture Amadou Ampateba. En 5e région, le programme d'investissement et de développement rural des régions du nord du Mali vient de mettre à la disposition des producteurs exploitants les périmètres irrigués villageois des communes de Bourem et de Gourmarousse 89 tonnes d'intrants. Cet appui gratuit qui fait suite à d'autres inscrits dans le cadre de l'exécution de la campagne agricole 2012-2013 pour un coût global de plus de 153,5 millions de francs CFA financés par l'Union européenne. Là-dessus, le point c'est avec Jules Samboussi. Une cargaison d'intrants composée de plus de 59 tonnes d'urée et de 29 tonnes 300 de DAP, soit 89 tonnes gracieusement offertes aux producteurs exploitant les périmètres irrigués villageois des sacs de Bourem et de Gourmarousse. Ce appui vient du programme d'investissement et de développement rural des régions du nord du Mali, PIDRN, en partenariat avec deux ONG, ADESA et Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Il s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la campagne agricole en cours. La remise des intrants à laquelle nous venons de participer fait partie d'un appui global d'intrants qui a été subventionné par les pays de Rennes, donc offert gratuitement aux producteurs qui comprennent les semences et les carburants qui sont déjà sur le terrain. Il y a des ONG qui sont spécialisées en intervention dans un contexte d'urgence d'occupation. Les bénéficiaires se réjouissent du soutien multiforme du PIDRN, dont l'investissement financier au titre de la présente campagne agricole se chiffre à 153 700 000 francs CFA sur le financement de l'Union européenne. C'est un geste vraiment fort, parce que vraiment, à ce moment, les gens, nous sommes bénéficiaires, comme on appelle, nous sommes dans le besoin. Malgré la situation des régions du septentrion du Mali sous occupation, l'État n'oubliera aucune couche. Suite à la mauvaise campagne passée, l'État a entrepris certaines mesures pour soulager les producteurs. Et ce geste-là va dans ce sens, de donner donc aux producteurs de 19 périmètres irrigués villageois des régions nord du Mali, en l'occurrence les cercles de Bourem et de Rarousse, mettre à leur disposition des intrants. D'autres sont déjà partis. Aujourd'hui, c'est une importante quantité d'urée que vous venez de voir qui va donc prendre la route pour ces régions du Nord. La remise symbolique de cette donation s'est déroulée sur les berges du fleuve Bani à Moptiville. Hors du Mali maintenant, en Côte d'Ivoire, les dispositifs de sécurité se renforcent avec le marquage des armes. C'est pour éviter le trafic d'armes qui se propage au niveau des frontières. Les identifications sont ainsi enregistrées dans une base de données.
La Côte d'Ivoire veut identifier ses armes pour lutter contre leur prolifération. CEDEAO, Côte d'Ivoire, police nationale, arme, numéro de l'arme. Un numéro de série doit figurer désormais sur chaque arme afin qu'elle soit enregistrée dans une base de données, une traçabilité longtemps souhaitée par la CEDEAO, partenaire de l'initiative. Ce système d'identification est une façon de limiter la circulation illicite d'armes en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Une fois toutes ces armes seront marquées, bien stockées, c'est le début d'un nouveau système de gestion, d'amélioration de la gestion de stock d'armes. Un système de gestion plus moderne pour éviter de retomber dans les violences qu'a connues le pays après les élections et empêcher sa propagation aux frontières, un spectre présent dans tous les esprits lors de la réunion qui lance ce nouveau programme d'action. La résurgence des crises, les zones de turbulence au Mali, en Guinée-Bissau, dans le delta du Niger, nécessitent d'identifier les actions à entreprendre pour améliorer le niveau de la gestion des crises afin d'instaurer de nouvelles conditions de sécurité et de paix dans l'espace CEDEAO. Ce plan d'action national concernant les forces de l'ordre doit s'étendre aux civils, dont beaucoup sont armés. En attendant, des kits avec machines à graver et logiciels sont distribués aux fonctionnaires. Un coût total de 23 millions de francs CFA, financé par l'Allemagne. Manifestation anti-Mohamed Morsi en Égypte. Les Égyptiens ont fait savoir leur ras-le-bol sur la place Tahrir. Ils dénoncent la mainmise des frères musulmans sur les portefeuilles importants au niveau du gouvernement. On se rappelle, les frères musulmans ont propulsé Mohamed Morsi à la magistrature suprême. Les manifestations ont donc repris à la place Tahrir. Deuxième jour de manifestation au Caire, près du palais présidentiel. Les opposants de Mohamed Morsi ont planté leur tente sur la route menant à sa résidence. Ils protestent contre la mainmise sur le pouvoir par les frères musulmans, le parti qui a porté Morsi à la présidence il y a seulement 2 mois. La raison pour laquelle nous faisons cette manifestation aujourd'hui, c'est parce que les frères musulmans ont pris le contrôle de toutes les institutions importantes du pays. Nous voulons aussi souligner qu'à propos de l'Assemblée constituante, il faut que les frères la laissent faire son travail sans interférer pour qu'elle puisse travailler en bonne conscience et sans pression. Vendredi, quelques milliers de personnes ont défilé à l'appel de différentes organisations hostiles aux islamistes. Des échauffourées avec les partisans des frères musulmans ont éclaté au Caire, mais aussi à Alexandrie, où plusieurs personnes ont été blessées. Les manifestants accusent Mohamed Morsi de monopoliser les pouvoirs exécutifs et législatifs entre ses mains. Dans la soirée place Tahrir, au lieu de la révolution qui a fait tomber l'ancien pouvoir, on en viendrait presque à regretter Hosni Moubarak. Nous ne supportons pas les règles des frères musulmans. Ils vendent notre pays. Nous avons fait la révolution et c'est eux qui ont pris le pouvoir. Moubarak, lui, ne nous avait pas vendus comme ça. Ces premières manifestations sont aussi un test pour le nouveau régime, qui n'a pas réagi aux attaques. 1 an après la révolution, les Égyptiens se battent encore pour la démocratie et le respect de l'état de droit. Santé à présent avec cette innovation en matière de lutte contre le VIH-Sida. Il s'agit d'un anneau pour se protéger du sida. Il est connu, il est conçu pour les femmes qui continuent d'être infectées. Ce test est donc en essai clinique et déjà 3500 femmes l'ont testé en Afrique australe. Cynthia Gama est une jeune médecin sud-africaine spécialiste du sida. Et ce qu'elle présente pourrait bien changer la donne en matière de prévention. Un drôle d'anneau en silicone imprégné de dapivirine, un antirétroviral. Placé dans le vagin, il libère la molécule pendant 28 jours et diminue les risques d'infection. Une alternative pour les femmes qui n'arrivent pas à imposer le port du préservatif à leur partenaire. Les statistiques montrent que les femmes continuent d'être infectées. On s'oriente donc vers une double prophylaxie. Le préservatif sur lequel les femmes n'ont pas dernier mot. Et en plus, nous, on leur permet de dire, si tu as le préservatif, moi j'ai l'anneau.
Cet anneau, c'est le prestigieux National Institute of Health américain qui l'a mis au point. Après des études préliminaires, il est actuellement testé sur 3500 femmes en Afrique australe. Elles sont divisées en deux groupes. L'un reçoit un dispositif actif, l'autre un placebo. On leur dit tout le temps, c'est un test. Le formulaire de consentement le stipule bien, ce sont des essais cliniques. On ne sait pas si cet anneau est efficace. C'est justement ce qu'on teste. C'est pour ça qu'on insiste sur l'utilisation du préservatif, du sexe sans risque, pendant les essais cliniques. Les chercheurs espèrent commercialiser l'anneau dès 2015. Ce serait un grand pas, car les femmes sont plus vulnérables que les hommes face au sida. Elles représentent aujourd'hui les 2/3 des séropositifs dans le monde. L'actualité à l'échelle mondiale avec les inondations et glissements de terrain en Haïti, fusillade à New York, la visite du Premier ministre grec à l'Élysée. Mais nous commençons d'abord par les bombardements en Syrie, les violences qui continuent dans la ville d'Alep. L'aviation syrienne a continué samedi de pilonner les bastions hostiles au régime de Bachar el-Assad, comme ici à Deraa, dans le sud du pays. Au nord, la ville d'Alep est également sous les bombardements. Aucune issue au conflit n'est en vue. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, avec au moins 4000 morts, le mois d'août s'annonce déjà comme le plus meurtrier depuis le début de la révolte en Syrie en mars 2011. La tempête tropicale Isaac a touché Haïti samedi. En prévision de son arrivée, 18 camps de déplacés ont été évacués la veille à Port-au-Prince. C'est surtout les fortes précipitations que redoutent les autorités. Celles-ci pourraient provoquer inondations et glissements de terrain, alors que la reconstruction de la capitale après le séisme de 2010 est loin d'être terminée. Environ 400 000 personnes vivent encore dans des campements de fortune. Fusillade à New York, à proximité de l'Empire State Building, l'un des plus célèbres monuments de la ville. Un homme âgé de 53 ans, au chômage depuis 1 an, filmé ici par une caméra de surveillance, a tué en pleine rue vendredi son ancien supérieur. Le meurtrier a ensuite été pris en chasse par 2 policiers qui l'ont abattu. Au cours de la fusillade, 9 personnes ont également été blessées, certaines par la police. C'est la 4e fusillade d'importance en un peu plus d'1 mois aux États-Unis, où 47% des Américains affirment être en possession d'une arme à feu. Le nouveau Premier ministre grec reçu samedi à l'Élysée par le président français, sans prendre vraiment position sur la demande d'Antonis Samaras d'obtenir un délai supplémentaire de 2 ans pour redresser son pays, François Hollande a enjoint la Grèce de démontrer sa crédibilité, tout en soulignant que celle-ci devait rester dans la zone euro. La veille, la chancelière allemande avait joué la carte de l'apaisement en assurant le Premier ministre grec de son soutien et en défendant la place de la Grèce dans la zone euro. En page soir, nous l'annoncions, l'Union sportive de Bougouni est entrée dans l'histoire du football malien en remportant la finale de la 52e édition de la Coupe du Mali. En finale jouée cet après-midi, l'équipe de Bougouni a donc battu les 11 créateurs par 2-1. L'US Bougouni devient du coup le 7e club à inscrire son nom au palmarès de la Coupe du Mali. Voilà, comme vous le voyez sur les images, les téléspectateurs qui ont savouré cette victoire. Nous proposerons donc le... On tarait Coupe du Mali là, nous et Tataï. Mais on pense que mais ni Bougouni Tarab. Donc moi je crois que Bougouni gagne à Kéréba faut se sur le Coupe du Mali. Donc on me se sur abi. Faut chita on a ni nous sont jaté. Se sur Bella Jenny. Donc on peut dire ka doa OK. On a supporter umbea. No lu tara kata Bougouni supporter. Vraiment on be foldo Bella Jenny. On a nous sont jamais bi. Donc femme on fait bi. On nous sont déjà en Karamai. Voilà la région de Sikasso qui a donc vibré cet après-midi au rythme du football et au coup de sifflet final. C'était une véritable explosion, vous l'avez suivi.
Nous vous proposerons le résumé du match avec Abdul Karim Kaba. Ce sera dans nos éditions de demain. Et puis, du nouveau dans les kiosques, un nouveau magazine spécialisé dans la formation et l'information sur la fiscalité, aussi bien au Mali que dans l'espace UEMOA. Ce bitrimestriel dans son numéro 001 de ce mois d'août met l'accent particulier sur les contours du contrôle fiscal. Il aborde entre autres les droits et les obligations du contribuable lors d'un contrôle fiscal, l'évolution de la fiscalité au Mali. Le tout est assaisonné par un test dénommé les méninges de la fiscalité proposé par le professeur Bouakar Idrissa Diko. Prix de vente au Mali 1500 francs CFA l'unité et dans l'espace UEMOA 2000 francs CFA. Nous sommes donc au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, Aïssa Taïben Maïga. Je vous retrouve, Inch'Allah, à 20h pour la grande édition. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, on n'oublie pas nos compatriotes des régions du Mali vivant sous occupation. Soyons de cœur et d'action avec eux. Merci, bonsoir et à demain.